Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine pour cette autre édition du mérite panafricain des chefs d'État consacrée à deux actualités. Tout d'abord au Burkina Faso avec ces injonctions de Washington qui mettent en garde les nouvelles autorités. Le capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau président de la République du côté du Burkina Faso qui est en quelque sorte menacé par les États-Unis qui le mettent en garde contre une éventuelle coopération avec les instructeurs russes. Nous parlons donc de cette actualité avec vous et nos invités dans cette édition du mérite panafricain. En deuxième partie d'émission, on parlera également du Mali avec cette fusion annoncée du MNLA. On revient en tout cas sur cette information, le MNLA qui souhaite fusionner tous les groupes d'anciens rebelles, ex-rebelles qui ont donc signé des accords de paix avec Bamako en marge des accords d'Alger. Le MNLA est-il en train de se préparer à l'assaut final avec en toile de fond les influences de Paris? On revient sur ces actualités, chers téléspectateurs, avec vous et nos invités dans cette autre édition du mérite panafricain sur ce plateau central de la télévision panafricaine. Nous sommes avec Patient Parfendom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Junior, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, bonsoir à toute la grande galaxie, n'est-ce pas, patriotique et panafricaine qui ne cesse de nous soutenir, qui ne cesse de non seulement redécouvrir ce combat, mais surtout de densifier pour permettre enfin à l'Afrique tout entière de retrouver sa souveraineté. Et chapeau à nos valeureux techniciens pour vraiment cette magie qu'ils font pour permettre justement une adéquation parfaite, une osmose parfaite entre nous qui sommes sur le plateau, ceux qui sont via Zoom et surtout nos nombreux téléspectateurs à travers le monde et notre vaillante diaspora. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, Pacha Parfendom, également pour partager le plateau avec nous ce soir. Jonathan Batenguene, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Wafo. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, ce magnifique plateau. Vous êtes un des combattants de la première, un combattant qui, à ses côtés, on est toujours galvanisé parce que vous ne reculez pas, vous avancez, vous êtes parmi ces journalistes qui donnent à tous les combattants l'envie de se battre davantage. Merci d'être toujours dans le combat. Merci pour tout ce que vous abattez. Nous croyons que les journalistes comme vous méritent d'être mis en lumière et méritent d'être toujours salués par tous les panafricanistes. Merci également au grand frère Patient Parfendom pour sa présence toujours qui nous permet de garder le cap parce que ils sont les sentinelles qui nous permettent de marcher sur le droit sentier. Merci à tous ceux qui nous écoutent ce soir, les panafricanistes convaincus, convaincants, les vrais héros, parce que c'est eux qui, à la fin de ces émissions, continuent le combat dans les chaumières, continuent le combat dans la rue et le concrétisent. Bonsoir à tous les techniciens, particulièrement notre frère Nathan, qui abat un travail d'orfèvre tous les jours. Quand nous venons ici, nous voyons ce qu'il abat. Il n'est pas seul, il y a notre frère Carlos également. Mais ces deux-là abattent un travail vraiment impeccable. Bonsoir à la direction générale d'Afrique Média, aux autorités du Cameroun, mais surtout les forces de défense et de sécurité qui sont le ciment de l'unité, de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Notre frère Wafo, nous avons un coup de gueule à adresser. Ce coup de gueule va à l'égard du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier tient dans ses geôles notre sœur Edith Puchéry-Ballet. Et vous savez que ce combat que nous menons se fait avec des personnalités comme elle qui prennent des risques. Et Madame Edith Puchéry-Ballet est accusée de complot contre l'État de Côte d'Ivoire. C'est un mensonge qui a été formulé par les autorités ivoiriennes pour justifier l'embastillement de cette combattante des libertés. Mais nous disons à chaque fonctionnaire de police, à chaque fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, à chaque juge qui injustement soutient ce régime sanguinaire, que Madame Edith Puchéry-Ballet est la responsable de votre augmentation salariale. Sans cette dame, 5 francs n'auraient même pas augmenté sur votre salaire. C'est cette dame qui a ouvert les yeux à votre dictateur despote sanguinaire. Elle lui a fait comprendre que le panier de la ménagère souffrait. Toutes les mamans de Côte d'Ivoire, soyez reconnaissantes à l'égard de cette dame.
Edith Puchéry-Ballet est une combattante de la liberté. C'est une dame qui est importante pour la nation ivoirienne. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire se fera avec Edith Puchéry-Ballet et tous les grands combattants panafricanistes. Merci, merci à vous, Jonathan Batagene, pour ce coup de gueule. Il faut rappeler que Edith Puchéry-Ballet a justement été arrêtée dans le cadre de la fameuse affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta. Elle a été invitée au Mali pour essayer de trouver des solutions pour leur libération, mais malheureusement à son retour, elle a été une première fois arrêtée, interpellée. On l'a relâchée, puis par la suite on l'a encore arrêtée et jusqu'aujourd'hui, Edith Puchéry-Ballet est enfermée dans une des maisons de correction du côté de la Côte d'Ivoire. Une grosse pensée à Puchéry-Ballet. De l'autre côté, on a également de vaillants combattants. On a le général du peuple malien qui est déjà là. On a également le patriarche, le doyen Issa Cissé, également de la partie. Bonsoir à vous, Issa Cissé, la vieille garde. Bonsoir aux auditeurs. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau ce soir. Je ne connais pas leur nom. Et un grand bonsoir à toi aussi, Gina. Je salue mon homonyme Issa depuis Bamako pour dire que cette lutte ne fait que commencer. Et nous saluons l'Afrique Média d'avoir choisi cette chaîne pour édifier les Africains et pour permettre aux Africains de faire entendre d'autres réalités qui ne sont pas sur les ondes des médias de mensonges, des médias destructrices et des médias vraiment qui ne font qu'envahir et appauvrir vraiment l'humanité. Donc nous disons bonsoir. Je suis très ravi de partager le plateau avec ces éminents journalistes, avec des panafricains qui n'ont pas vraiment leur langue dans la bouche pour souffler et dire la vérité, rien que la vérité, sur l'ingérence, sur la mégaphonie et la cacophonie occidentale, sur vraiment le développement de notre cher continent, l'Afrique. Merci beaucoup et je salue le Cameroun, le président Banakani, ma sœur Amina Fofana, et tous les panafricains, tous ceux qui sont dévoués aujourd'hui pour que vraiment cette voix puisse emporter et que cette victoire soit la victoire de la lumière contre le mensonge et l'obscurantisme. Merci à vous et merci beaucoup. Merci à vous également, Issa Cissé, d'avoir répondu présent à cette invitation. Un autre Issa est avec nous ce soir, mais c'est plutôt Issa Diawara, le général du peuple malien. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Oui, bonsoir à vous, mon ami Junior Wafo. Je vois mon ami au plateau, Jonathan Batengene, je n'ai pas vu les autres. Tout le monde a mes salutations. Mon homonyme Issa Cissé reçoit mes salutations. Et je salue particulièrement le Cameroun de nous avoir permis, comme toujours, d'avoir cette chaîne panafricaine qui nous permet en réalité de traiter les problèmes panafricains. Jonathan, ne dis pas Alassane Draman Ouattara, il a été surnommé, il faut dire l'homme aux surnoms multiples, de façon péjorative. Et c'est lui qu'on appelle Gaspard Dieudonné, puisqu'il allait au niveau du Vatican, il allait dire au pape que lui-même il va se convertir au christianisme juste pour avoir la grâce du pape et qu'il va se faire appeler Gaspard Dieudonné. C'est un monsieur qui est prêt à tout pour le pouvoir. Et d'ailleurs, du côté du Mali, nous les Africains, nous les surnommons maintenant les chameaux les dribbleurs. Donc c'est très normal, c'est l'homme au surnom multiple qui est au service bien sûr de la France-Afrique. L'homme qui jure que l'homme blanc, en tout cas le colon français, doit rester au-dessus de nous et que nous devons toujours travailler, nous devons exister pour que l'homme blanc soit toujours un fort sur la terre. Non, à M. Ouattara, nous disons que ça ne va pas se passer comme ça et nous lui disons que les jours à venir vont en tout cas nous départager. Merci, je salue tout le monde. Merci à vous également, Issa Diawara. Il faut dire que quand on pense au président Alassane Dramane Ouattara, on a encore en mémoire cette fameuse phrase du Premier ministre malien par intérim, il faut le rappeler, le colonel Abdoulaye Maïga, d'après qui Alassane Ouattara serait un très grand footballeur. Il réussit des choses que beaucoup de personnes ne font pas. Il réussit à se dribbler lui-même, toujours en gardant le ballon. Une magnifique formule trouvée par Abdoulaye Maïga. On va donc rentrer de plein pied dans cette émission avec vous, patients.
patient parfum d'homme, pour revenir sur le premier sujet qui nous intéresse, notamment le Burkina Faso. Il y a quelques jours, Paul-Henri Sandaogo Damiba était renversé et il a pris la fuite, par la suite renversé par des jeunes capitaines qui en avaient marre de voir leurs frères d'armes tomber sur le champ de bataille au quotidien sous les balles des djihadistes. Ces derniers ont donc décidé de prendre le pouvoir. Paul-Henri Sandaogo Damiba en fuite, je l'ai dit. Le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau président de la République du côté du Burkina Faso, peu de temps après, ingérence des États-Unis, on va le dire comme ça, avec ces injonctions de Washington qui, en quelque sorte, mettent en garde le capitaine Ibrahim Traoré et les jeunes capitaines de Ouagadougou contre une éventuelle alliance avec les instructeurs russes. Patient parfum d'homme, tout d'abord, comment on peut interpréter ces injonctions de Washington? Doit-on les prendre au sérieux? Si oui, à quoi doit-on s'attendre? Il faut évidemment les prendre au sérieux. Nous sommes dans une phase assez importante de combat qui commence là. Parce que si encore, dans un passé récent, les États-Unis estimaient que leur supplétif, la France en l'occurrence, avait la capacité de régenter cet espace, mais surtout maintenir l'essentiel des pays africains dits francophones, dans leur giron, nous avons la conviction aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest qu'en réalité la France est en train de perdre la main. Mais la France perd aussi la main parce que depuis plus de 10 ans que nous sommes sur ce plateau pour donner ce coup de boutoir à cette politique raciste française, nous avons réussi à convaincre une bonne partie, n'est-ce pas, de l'opinion publique africaine, mais surtout de sa jeunesse, qu'on ne peut plus continuer d'être maintenu dans cette cage de fer sans faire quelque chose. Et là, la jeunesse est aidée de plus en plus par quelques politiques qui nous ont suivis. Et je peux vous dire que si on remettait un peu l'horloge un peu en arrière, ce qui s'est passé avec l'assassinat, presque à mondial vision du colonel Muammar Kadhafi, avec l'humiliation de tout le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire, élimination de la famille restreinte du président Laurent Gbagbo, cela peut-être n'aurait pas pu se produire avec la musculation de la masse critique africaine qui est en train de prendre, n'est-ce pas, les choses en main pour que cela ne se passe plus. Alors, la question de fond, c'est qu'il ne faut pas dissocier ce qui se passe en Afrique. Il ne faut pas dissocier ce qui se passe en Afrique, mais surtout au niveau de ce qui était hier, comme le précaré français, de ce qui se passe grosso modo dans le monde. Il y a des enjeux sur le plan planétaire qui sont extrêmement importants et qui définissent, n'est-ce pas, les attitudes, les comportements, mais surtout la détermination des uns et des autres à vouloir soit, par le biais de ces espèces de brimades qui n'ont plus de sens de la part des États-Unis, tenter de maintenir justement un certain nombre de pays, de peuples sur les fausses collines de l'Occident, ou bien alors ces peuples auront la capacité, j'allais dire la hauteur nécessaire d'expliquer et de dire où il faut à ces espèces de gendarmes du monde que ce temps-là est totalement révolu et que nous passons à une nouvelle phase. Alors, ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est de donner l'impression que nous avons totalement gagné et qu'il n'y aura plus rien. Il faut faire attention. Ces gens-là, ils ont quand même dans leur escarcelle encore des supplétifs locaux. Des moyens de nuisance. Des supplétifs locaux. La fameuse réunion qui s'est tenue à New York entre M. Macron avec la PO, Macky Théo, ces gens qui ont participé à cette réunion-là, ils sont un véritable danger pour le continent africain. Il faut qu'on fasse très attention. On avait Alassane Ouattara et Macky Sall. Alassane Ouattara, Macky Sall, M. Ambalo, j'oublie 2 ou 3, je crois que même Damiba qui est parti était dans cette réunion, et je crois le Nigérien, ou bien le représentant du Nigeria aussi, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que l'Occident perd de l'Afrique, la France perd de la bande sahélo-sahélienne, et tous les pays, n'est-ce pas, parce que il y aura un effet boule de neige avec ce qui se passe là. On voit que le Mali est parti, le Burkina est en train de partir, la Guinée-Conakry est en train de rééchapper. Je suis sûr que du côté du Niger, les nuits sont de plus en plus blanches qu'autre chose. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que tout, n'est-ce pas, ces pays qui étaient encore comme des espaces
de continuum, n'est-ce pas, de l'impérialisme français sur notre continent, risque de leur échapper. Et s'il leur échappe, que va devenir la France? La France va devenir plus qu'un géopolitique, plus qu'un géoéconomique, plus qu'un... Elle va devenir un nain tout court. Or, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'avoir un allié aussi faible avec ce qui est en train de se passer que la France, parce que la confrontation des titans qui se passe sur le plan mondial ne permet pas aux États-Unis d'accepter que l'un de ses alliés de qualité perde la face. Non, pas qu'il perde la face, mais qu'il soit réduit, n'est-ce pas, à un petit nain géopolitique. C'est pour cela que les États-Unis vont tout faire pour venir en aide et au secours de la France dans cet espace-là. Et c'est pour cela, et c'est la raison pour laquelle je pense, à mon sens, qu'il faut faire attention avec le Nigeria. Il faut que le Nigeria se définisse radicalement par rapport à cette bataille-là. Et le Cameroun est en danger. Quand je parle du Nigeria, c'est plus de 2000 km de frontières avec des conséquences. On a Bakassi, on a d'autres enjeux qui sont extrêmement importants. Il faut que l'élite politique du Nigeria se détermine par rapport à cette affaire-là, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, que les forces progressistes ivoiriennes repartent à l'abordage. Il faut dégager M. Alassane Ouattara du pouvoir. Parce que M. Alassane Ouattara du pouvoir, c'est une capacité de nuisance hors pair, avec des possibilités de faire de la Côte d'Ivoire une base arrière de la déstabilisation d'un certain nombre de pays. Au Niger, nous espérons, nous avons vu comment le peuple nigérien se mobilise pour ne pas donner la possibilité à M. Bazoum d'être tenté justement de faire, une fois de plus, du Niger aussi, une base arrière pour essayer de déstabiliser le Mali. Maintenant, si on réussit à créer, n'est-ce pas, cette alliance, j'allais dire, cette continuité, du point de vue de la distance, entre la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, et certainement aidé par l'Algérie, on n'en a pas parlé de l'Algérie, mais n'oubliez pas que même l'Algérie est en train de subir aujourd'hui, n'est-ce pas, les fous des États-Unis à travers des oukases, en leur disant, si vous continuez à être des espaces de tremplin pour la Russie au niveau du continent africain, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, nous sommes là dans un jeu qui est devenu de plus en plus serré, de plus en plus important, où il faut que tous ceux qui sont dans cette équipe, si on peut l'appeler comme ça, cette armée panafricaine, pour que, en fait, on puisse se réapproprier de notre souveraineté, que ces gens-là commencent à interpeller les dirigeants des États qui jouent, n'est-ce pas, au tcha-tcha-tcha, comme ils sont mièvres, comme on dit. Ils sont ni chauds ni froids, c'est parce qu'ils veulent. Le cas du Nigeria m'intéresse au premier point, parce que le Nigeria, son silence et son attitude vis-à-vis de ce combat panafricain, avec le fait que les États-Unis commencent à hausser le ton par rapport à ceux qui veulent prendre les libertés vis-à-vis de ce monde, de cette association des hommes liges, n'est-ce pas, de l'impérialisme sur notre continent, commence à être extrêmement inquiétant pour les pays qui, de plus en plus, donnent le ton pour pouvoir se libérer de la domination impérialiste occidentale. Et ça, c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue. C'est l'avenir de l'Afrique qui se joue, on le voit en Centrafrique, là aussi, vous voyez quand même les pressions, n'est-ce pas, dont le président Touadéra fait face aujourd'hui. Je dis que c'est l'avenir de notre continent qui se joue. Si on ne se mobilise pas assez, si les organisations panafricaines ne se mobilisent pas assez pour contraindre les décideurs du moment de ne pas lâcher prise et de continuer vers la voie de la libération totale de notre continent, je peux vous dire qu'il y aura des situations de violence inouïe qui vont se produire sur notre continent. Donc, pour moi, tout n'est pas encore totalement joué. Certes, il y a le soubassement populaire qui est là. Certes, il y a la volonté populaire qui est là. C'est le cas du Mali. Certes, il y a une certaine volonté d'une certaine élite politique, mais même militaire, au niveau de nos continents, de se dire on ne peut plus continuer d'être des espèces de chiens couchants de l'impérialisme, alors que nous avons des poches bourrées de diamants et nos peuples meurent de famine, nos peuples n'ont pas d'avenir, nos peuples n'ont pas la possibilité de se fixer et de dresser un cap de manière autonome et suivre cette voie-là pour la libération de notre continent. D'où la nécessité de ceux qui dormaient encore et ceux qui avaient tendance à penser que ce combat-là ne va pas aboutir. On voit qu'il y a des frémissements qui démontrent que ce combat peut aboutir, à condition que nous-mêmes, nous nous donnons des moyens et de la volonté, la détermination pour le faire aboutir. Je lance un appel à toute la jeunesse africaine. Il est grand temps pour vous de vous réveiller.
Parce que si vous ne vous réveillez pas, en écoutant, n'est-ce pas, cette menace qui vient de Washington, ce n'est pas de la parlotte. Ces gens-là, quand ils envoient des menaces, ils mettent des menaces à exécution. Vous voyez au niveau de l'Ukraine, malgré tout ce qu'on nous raconte, la France, qui détient notre économie, comment dire ça, esclave à travers son franc CFA, de trouver des centaines de milliards, n'est-ce pas, pour donner à l'Ukraine, alors qu'au même moment, nos économies sont exemptes complètement parce que nous n'avons pas la liberté et la capacité d'organiser nos économies sans, n'est-ce pas, ces lacs qui continuent de nous enserrer, que ce soit le franc CFA, les accords bilatéraux, les accords multilatéraux, ces robinets financiers internationaux dont nous ne pouvons pas avoir, c'est de manière libre parce que justement, nous n'avons l'autonomie et la souveraineté nécessaire sur notre monnaie. Tous ces combats-là, aujourd'hui plus que jamais, sont extrêmement importants à mener parce que si nous ne le faisons pas, je peux vous le dire, les lendemains seront vraiment déchanteurs pour notre jeunesse et pour notre peuple. Et nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons surtout pour ceux qui viendront après nous, dont nos enfants. Si nos prédécesseurs ont eu ce sens de sacrifice, je pense qu'aujourd'hui pour nous, plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts dans cette capacité à muscler cette dimension de notre résistance pour dire aux États-Unis et à tous ces peuples, n'est-ce pas, cette élite, pas les peuples, mais les élites, n'est-ce pas, qui oppriment le monde, que, comment dire ça, time is over. Game is over, autant pour moi, game is over. Vous ne pouvez plus penser que nous sommes dans les années 50, c'est terminé. Ici maintenant, nous allons tout faire pour ne plus permettre que nos pays et nos peuples soient otages de cette élite occidentale qui est plus que moribonde. On a vu. D'où la nécessité d'avoir une vision globale. Mais moi, sur votre plateau, depuis plus de 10 ans, je prêche l'unité politique de notre continent. Il faut que nous allions vers cet objectif-là, l'unité politique de notre continent. Il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre demain. D'où l'interpellation que je fais vis-à-vis du peuple du Nigeria. C'est plus de entre 250 millions et presque 3 millions d'habitants. Le Nigeria est un pôle très important, c'est un pilier, n'est-ce pas, extrêmement important dans cette bagarre-là. Elle ne peut pas continuer à avoir cette attitude, n'est-ce pas, pas de recul, non, d'observateur, mais parce que vous vous souvenez quand on tue Kadhafi, Madame Hillary Clinton est allée à Addis Abeba. Elle a dit clairement à l'ensemble des pères de Kadhafi qui étaient dans la salle, nos soldats, abandonnez Kadhafi. Il n'y a pas eu quelqu'un de courageux, on regrette Sankara, hein, des gens comme ça, de Lumumba et autres, pour lever le doigt pour dire à Madame Hillary, de quoi je me mêle? Mais sortez de la salle, Madame. Personne n'a pu le lui dire. On a abandonné Kadhafi à son triste sort et nous connaissons les conséquences aujourd'hui pour le peuple libyen, mais aussi pour tout le peuple africain en général. Donc, nous ne pouvons plus continuer, n'est-ce pas, à nous permettre de pareilles bêtises et de pareilles couardises. Il faut absolument que les Africains reprennent la marche en avant, reprennent leur destinée et commencent à poser aujourd'hui les jalons de ce qui va constituer une véritable défense africaine, une défense qui sera soucieuse des intérêts des Africains, des enfants des Africains, mais surtout qui auront l'amour au centre de leur projet pour redonner au monde, j'insiste là-dessus, au niveau du visage hideux de l'impérialisme occidental non libéral et capitaliste que nous voyons là, ne peut pas permettre à l'Afrique de décoller. Ce n'est pas possible. Nous serons toujours la marche du monde, la marge, n'est-ce pas, de développement mondial, si nous ne nous réveillons pas. Nous sommes comme une espèce de monstre qui était dans un sommeil comateux, pas le monstre géant, pour que tout le monde comprenne très bien, qui était dans un sommeil comateux. À force de coups de boutoir, n'est-ce pas, de tout ce que vous faites sur le plateau, on a commencé à se réveiller. Le géant est en train de se réveiller. On a commencé à se réveiller. Peut-être qu'on est debout, on dandine encore. Il faut qu'on se mette debout de manière ferme, sans dandiner. Et maintenant, déclencher notre marche en avant. Alain Perfit avait dit, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Moi, je dis, quand l'Afrique se mettra debout et reprendra sa marche en avant historique, je crois que le visage du monde va complètement changer. Et enfin, l'homme sera au centre des préoccupations de ce monde qui est en train d'aller dans des directions qui sont inacceptables pour tous ceux qui ont encore un peu une once d'âme, n'est-ce pas, sur cette planète. Donc voilà.
Merci à vous, Patient Parfendom, pour cette première intervention. On va retrouver le doyen Issa Cissé de l'autre côté. On le sait, la jeune française a pour habitude depuis quelques années d'aboyer sans véritablement mordre. Cette fois-ci, c'est Washington qui prend les devants avec ses injonctions au nouveau capitaine de Ouagadougou. Est-ce que, d'après vous, Issa Cissé, même si beaucoup ont estimé que ce soit dans la galaxie panafricaine, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'il ne fallait pas prendre en considération ces injonctions-là, est-ce que pour vous, Issa Cissé, comme Patient Parfendom, il faudrait prendre très au sérieux ces injonctions de Washington? Je le remercie, Patient Dom. Et c'est pour dire aux Africains aujourd'hui que nous devrons être unis aujourd'hui et être encore plus visibles. Quand tu prends la charte de l'impérialisme, qu'est-ce qu'il dit dedans? Ce sont ces injonctions qui lui disent. Mais ils ont oublié que c'était vraiment des chefs d'État par-ci, par-là. Mais maintenant, c'est le peuple africain qui se veille aujourd'hui contre la charte de l'impérialisme. C'est le peuple africain qui se veille aujourd'hui. Les Africains ne doivent plus rester dans notre sommeil. Il faut qu'on se lève. La guerre qui est en Ukraine aujourd'hui, elle est financée par l'argent des Africains, par le don des Africains aujourd'hui. Donc il faut finir avec eux et il faut dire que nous devrons être mobilisés et continuer à faire encourager nos peuples aujourd'hui. Le Burkina est en ébullition. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest soucieux de notre indépendance ne doit encore rester vraiment dans cet anonymat. Il faut qu'il y ait des mouvements partout. Il faut dire aux Américains que leur injonction ne marchera plus. Parce qu'ils menaçaient un chef d'État. Ils ne peuvent pas menacer tout un continent. Il faut que nous soyons aujourd'hui, comme le peuple vraiment pour du Nord, être unis aujourd'hui toutes et tous ensemble. L'impérialisme n'a besoin que de sursaut national. Nous avons besoin que de sursaut national. Il faut qu'on sorte dans cette optique-là. Il faut que nos autorités qui sont là, les autorités transitoires, ne mettent pas de bâton dans le roues du peuple. Il faut qu'on sorte. Pour sauver leur vie, c'est le peuple qui peut le faire. Pour mener les Américains à leur triste sort, il faut que le peuple africain soit vraiment debout sur les remparts. Il faut qu'on soit debout. Il faut qu'il y ait des manifestations partout. Il faut qu'on soutienne les uns et les autres pour en finir avec vraiment l'obscurantisme, pour finir avec vraiment le jeu néocolonialiste des Américains et des Français. La France a perdu pied. La France a perdu pied, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas d'intervention française. Parce que la menace, elle est là. Ils poussent les Américains à venir. Aujourd'hui, l'Amérique, la menace des Américains ne va nulle part. Les uns et les autres disent qu'il y a ça. Moi, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que même cette peur, nous, en tant que panafricains, en intervenant et en disant que les États-Unis peuvent le faire, ça peut même décourager les uns et les autres pour dire que même nos soulèvements ne servent à rien. Donc il faut éviter ça et il faut aller droit dans le but pour dire que c'est le moment. C'est tout de suite et maintenant que les Africains doivent être unis pour dire non aux États-Unis et dire non à la France. Les États-Unis ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être sur les trois fronts. Ils ne peuvent pas être en Ukraine. Ils ne peuvent pas être présents en Taïwan et être présents ici en Afrique. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des mots. Il ne faut pas les prendre vraiment au premier degré. Mais tout dépend de l'agitation des Africains. Donc c'est à nous d'encourager notre peuple. C'est à nous d'être encore en ébullition. Et c'est à nous avec nos vérités, avec les contre-vérités que nous détenons pour mettre en dérive l'agitation des États-Unis face vraiment là. Ils ne peuvent pas, parce que cette guerre, ils ne pourront pas la mener. Ils ne pourront pas la mener, ils n'ont pas non les carburants, ils n'ont pas vraiment les gaz, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc maintenant, c'est aux Africains de dire qu'on ne peut. C'est aux Africains de dire aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à les suivre. On ne pourra pas continuer vraiment à les entendre. Donc même sur ce plateau, moi j'aimerais bien que les autres, les uns et les autres, élaborent dans le sens de ne pas considérer que les États-Unis peuvent faire ça. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas pour eux. Ils ont échoué en Afghanistan. Ça a été des pertes énormes pour eux. Ils ont échoué dans leur politique internationale pendant plus de 20 ans. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués aujourd'hui. Ils ne pourront plus tenir. Donc, croire en nous-mêmes et dire qu'aujourd'hui que l'Afrique est le seul continent
qui peut basculer tout. Donc, il faut qu'on ait cette conscience-là, il faut qu'on ait vraiment ces vérités-là aujourd'hui, encourager. Je veux des populations comme ça, et je veux vraiment que le peuple soit là. Il ne faut pas épargner, il faut les attaquer, il faut toucher à leurs biens, il faut toucher à tout ce qui leur... Ils travaillent pour leurs multinationales, il faut menacer ces multinationales, ils ne pourront pas venir. Il faut que l'Afrique soit en liesse. Il faut toucher à tout. Il faut toucher toutes les opportunités américaines, toutes les opportunités, vraiment, les ambassades et autres, on s'en fout. Il faut une évolution. C'est ce qui va mettre fin à l'agitation des Américains. C'est ce qui va mettre fin à l'agitation des Français et c'est ce qui va mettre fin à l'agitation vraiment du MNLA et autre chose. Ce ne sont que des bluffs. Parce que le MNLA n'en peut plus. C'est la France qui est là. C'est la France qui a capturé le Mali et c'est la France qui est là, qui suscite encore de l'embrouille entre le peuple malien. Ce ne sont que des poignées d'hommes, ce ne sont que des individus égarés, ce ne sont que des francites. Le MNLA, ce sont des fils des Français, issus dans la colonisation avec les femmes Touareg. On les appelle des francites. Ce sont eux qui défendent la valeur française. Ce sont eux qui défendent vraiment l'appui et la division du Mali. Cette division du Mali, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle date depuis 1957. La France a prévu de diviser le Mali pour avoir sa troisième puissance énergétique sur notre continent. Et ça a été notifié par Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a été toujours un rempart pour la déstabilisation de notre continent. Ça a commencé de Houphouët-Boigny et ça continue avec Alassane Ouattara. Donc il ne faut pas qu'on le cache. Il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de cette révolution. Et l'Afrique a besoin, avec nos vérités, de convaincre nos peuples de ne pas se décourager, d'aller droit dans les buts et de ne... Voilà, c'est ça la réalité. Il faut ça dans nos pays. Il faut menacer les ambassades. Il faut tout saccager. En saccageant tout, ça va les amener vraiment à se taire. C'est ça, cette révolution qui nous manque. Je salue le peuple burkinabé. Je salue les révolutions. Il faut dire, le capitaine Ibrahim Traoré ne doit jamais dire au peuple burkinabé d'arrêter. Assimi Goïta ne doit pas dire au peuple malien d'arrêter. Il faut qu'on sorte, les menacer partout. Ça va leur atteler, ils vont lâcher tout le monde et venir vraiment avec des vraies négociations. On ne négocie plus avec eux parce que c'est l'Afrique qui est utilisée pour lancer les guerres horribles, pour tuer et nous affamer. Donc moi je pense aujourd'hui qu'aujourd'hui l'Afrique a la solution. L'Afrique est le continent aujourd'hui qui peut basculer l'ordre mondial. Donc allons droit dans le but. Il faut continuer à ces manifestations-là, à ces liesses-là. C'est ces liesses-là qui est bien pour le continent. Il faut ça dans tout le pays. Au Cameroun, partout, il faut des soulèvements. Il est beau de dire sur le plateau, mais il faut qu'il y ait des manifestations partout. Nous attendons d'autres pays. Nous attendons tous ceux qui savent aujourd'hui qu'il est bon que l'Afrique change. C'est bon sur l'Afrique média, mais il faut vraiment des manifestations partout. Il faut que partout dans les pays, tous ceux qui sont concernés et qui savent aujourd'hui, au lieu d'aller dire au Nigeria de se manifester, la balle est dans notre camp. Sortons vraiment dans nos pays. Manifestons, les Nigériens vont sortir. Personne ne va laisser parce que là, c'est la peur partout. Donc celui qui osera de mener le premier pas, les autres vont le suivre. On est là, on est à l'observation. On va encourager les Nigériens à déposer Bazoum, si cela continue. On va encourager les Ivoiriens à déposer Alassane, si cela continue. Mais on ne peut pas laisser les militaires seulement sur le terrain pour dire qu'ils sont là dans les affaires. Non, il faut des liesses partout. Il faut que les Africains montrent qu'on en a marre. On ne veut plus vraiment de l'Occident, on ne veut plus coopérer avec eux. Merci, je reviendrai vraiment sur d'autres phases. Merci à vous également, Issa Cissé. On va revenir sur ce plateau avec vous, Jonathan Batengene. Les points de vue sont divergents entre Pacha Parfendom et Issa Cissé. Mais est-ce que le fait de dire, de mettre en avant la capacité de nuisance des États-Unis, qui est une réalité pour le doyen Issa Cissé, il estime que les États-Unis n'ont pas les moyens de se permettre d'intervenir en Afrique, d'intervenir un peu partout. On a l'habitude de le dire sur la Terre, il y a 3 grandes puissances, la Russie, la Chine et les États-Unis, d'interaction et d'action
peu importe l'endroit où on se trouve, si la Russie a la possibilité d'intervenir du côté de l'Ukraine, d'intervenir en Afrique, d'intervenir en Asie, forcément les États-Unis ont cette capacité-là. Est-ce que le fait d'en parler, c'est pas plutôt galvaniser ces Africains-là, les mettre face à la réalité, la dure loi de la réalité, c'est-à-dire il faut, comme Pacham Parfendom le disait, éviter de croire que le combat est déjà gagné, en sachant que l'adversaire qui est devant nous est un adversaire très redoutable. Tout à fait. Il faut être réaliste d'abord. Ce que disait le grand frère Pacham Parfendom est une réalité imparable. Les États-Unis sont une puissance d'agression. C'est les plus grands agresseurs internationaux. Les plus grands bandits internationaux en matière de viol des conventions internationales. C'est un pays qu'il faut redouter. C'est pourquoi la mobilisation ne doit pas être une mobilisation de condescendance. Ça ne doit pas être une mobilisation de juste d'opérette. Ça doit être une mobilisation sérieuse. Le message passé doit être pris au sérieux. Et nous disons une chose aussi. C'est un coup de bluff. Pourquoi c'est un coup de bluff? Les États-Unis sont conscients que leur prise de parole est illégale. Illégale. Ce n'est pas les mêmes qui nous disent que l'Ukraine a le droit de choisir ses partenaires. C'est les mêmes. C'est eux. Quand ils parlaient du système des Nations Unies, c'est eux qui disaient les promoteurs de l'égalité des peuples au niveau des Nations Unies. Et les Nations Unies n'ont jusqu'à l'heure, même malgré le droit de protéger, la responsabilité de protéger, qui est entré en 2001, et qui est le document qui encadre le droit international humanitaire, le droit d'ingérence humanitaire. Malgré cela, jusqu'à présent, il n'y a aucun document, aucun, qui demande au Conseil de sécurité de définir, je n'ai pas dit aux États membres du Conseil de sécurité, de définir le type de coopération que devraient avoir les États entre eux. Aucun. C'est l'imposture. C'est pourquoi il faut prendre ça. C'est un coup de bluff. Nous allons expliquer encore. En mars 2022, quelques mois, un seul mois après le début des hostilités en Ukraine, non, quelques jours, 15 jours, les États-Unis, avec leurs patatras, leurs alliés de l'OTAN, ont réuni les gens aux Nations Unies disant on va isoler la Russie. On va isoler la Russie. C'en est de trop. Nous sommes décidés, ces gens vont comprendre que nous sommes les patrons du monde. On est arrivé au Conseil de sécurité. Ils ont posé la résolution, les votes. Même le Cameroun, qui est souvent sous le viseur des Nations Unies, Cameroun a même dit à son ambassadeur de ne pas entrer là-bas. De simuler une envie de pipi. Il n'y est pas allé. C'est le motif officiel? Officiellement, il était aux toilettes. Mais la réalité est qu'on lui a dit de faire semblant. De ne même pas se pointer dans la salle, qui ne doit même pas être confronté à une volonté. Peut-être on peut trop le regarder, il est tenté de voter, qu'il reste quelque part. Cameroun a refusé. Mais vous avez des pays comme l'Éthiopie qui n'ont pas refusé. Hein? Ils ont voté contre. Et pourtant, nous avons commenté l'actualité ici. L'Éthiopie était sous le viseur des États-Unis. Tellement l'Éthiopie s'est montrée radicale que quelques jours après, l'ambassadrice des États-Unis a encore fui l'Éthiopie. Certainement sous la pression éthiopienne. C'est pourquoi nous parlons d'un coup de bluff. Les États-Unis ont déjà tenté d'infléchir la position des États africains. Au lendemain de cette situation de vote, ils ont menacé que l'État africain qui devait entretenir la coopération avec les Russes devait être sanctionné. La même semaine, le Cameroun allait signer un accord de coopération avec la Russie. Directement, le Burundi l'a fait. Dans la même lancée, d'autres États africains l'ont fait. Les États-Unis ont décroché les nuages du ciel pour assombrir ces pays. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait parce que d'abord, ils ne peuvent rien faire. Les États-Unis ne peuvent rien faire. Pourquoi? Dans le coup de bluff, il faut quand même qu'il y ait un contenu quand il y a des mesures de rétorsion. Le seul accord qu'on a signé aux États-Unis, les AGOA,
avec les États africains. Prenez les AGOA, ça n'a jamais été appliqué. Aucun État africain, le grand frère patient Bafendo, nous n'avons bénéficié de rien dans les AGOA. Donc les États-Unis ne peuvent même pas prendre le prétexte que, puisque nous vous aidons dans les AGOA, on va limiter l'aide au développement. L'USAID, ça a toujours été une aide à tête chercheuse. On vous dit que si vous ne respectez pas les droits de l'homme, on ne vous donne, comme nous sommes réputés les États, les républiques bananières, qui ne respectent pas les droits de l'homme, condamnés à ne pas respecter les droits de l'homme, nous n'avons jamais vraiment bénéficié de cette aide. Donc, conséquence, c'est une aide qui ne nous est. L'autre point, coopération militaire. C'est bien passé au grand frère patient Parfait de ma cité, le Nigeria. Voilà un pays qui est tenu par la coopération militaire. C'est béret vert. C'est par là que les États-Unis les tiennent. Les F-16, c'est par là qu'ils les tiennent, comme on dit au quartier. L'expression est triviale, mais excusez pour... Ils les tiennent par les couilles. Parce que les F-16 de l'armée nigériane, c'est l'armement États-Unis. Et vous savez que les États-Unis, avec leur armement, ils vous disent que si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, ils récupèrent leurs armes. Et vous connaissez dans quelle situation le Nigeria aujourd'hui, face au Boko Haram. Le Nigeria est victime de ses propres turpitudes. Nous allons rentrer peut-être plus profondément à l'occasion d'une autre question. Mais, en matière de coopération militaire, un État comme le Cameroun, ils vont menacer le Cameroun de quoi? Eux-mêmes avaient retiré leurs soldats en 2019. Ils ont dit que le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme, donc il faut enlever les soldats. Ils ont enlevé les soldats, enlevé les drones. Les Russes nous ont donné les drones. Les Israéliens nous ont donné les drones. Aujourd'hui, l'armée camerounaise, elle dépend de quoi? Ils avaient de l'armée états-unienne. Donc, mesure de rétorsion, là, ils mettent quoi là-dedans? Vous voyez le coup de bluff? Il n'y a rien. Ce qu'il leur reste, et c'est ce que le grand frère patient Parfait m'a dit, c'est l'agression. C'est tout ce qui leur reste. C'est de ça qu'il s'agit effectivement. C'est l'agression. Alors là, en matière d'agression, il faut être très prêt. On dit que c'est un bluff sur le plan de la règle diplomatique. Mais si c'est l'agression, soyons prêts. Parce que c'est la seule chose qui reste. Et comme c'est l'agression qui leur reste, prenons l'histoire récente des peuples. Il n'y a que dans le film Rambo que les États-Unis ont gagné une guerre. Et dans la série Jack Bauer. Tout le reste, c'est de... Dans la réalité, c'est des débandades. Le Vietnam. Défaite. Mais ils ont fui. Ils ont fui le Vietnam. Quand les derniers hélicoptères quittaient le Vietnam, même les fonctionnaires du département d'État, on ne leur a pas laissé de faire les valises. Ils sont entrés, les ordinateurs fonctionnaient encore. Bon, vous allez dire que c'est très loin le Vietnam. Il y a quelques mois, l'Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nom des personnels qui a collaboré avec même le personnel états-unien est resté encore dans les ordinateurs pendant, parce qu'ils fuyaient à la débandade. Ils couraient. Les Vietnamiens étaient les paysans. Les Afghans, c'était les bergers. On ne dit pas ça pour dire aux gens qui ne sont pas forts. Hein. Ils sont forts. Mais c'est pour vous dire que ceux qui les battent ne sont généralement même pas les gens comme eux, qui viennent avec des drones, des chasseurs, ils appellent ça quoi, F-35 Lightning. Vous voyez que les noms sont très vendables, que vous avez l'impression que c'est les armes divines qui arrivent sur la terre. Malgré ça, c'est les bergers afghans qui les ont chassés. Ils ont fui. Vous prenez l'Irak. Les gardiens de la révolution, tous les jours, se battent pour que les dernières bases militaires ferment. Mais comme c'est devenu vital pour les États-Unis, parce qu'ils volent tous les jours 66 000 litres de barils de pétrole à la Syrie. Comme c'est devenu vital, ils maintiennent leurs effectifs là-bas en grand nombre. D'ailleurs, ils ont tout un commandement pour organiser le vol du pétrole syrien. Mais malgré ça, les Iraniens réussissent à fermer certaines bases. Les États-Unis, et là nous sommes d'accord aussi avec le grand frère Issa qui disait que l'étirement des forces états-uniennes aujourd'hui fait que, avec la multiplicité des conflits, pour nous c'est une opportunité. Si nous suivons la logique du grand frère, tout à l'heure, patient Parfait, parce que dès que nous allons nous mobiliser, mais nous allons les battre. Ils sont où? Ils sont en guerre en Ukraine. N'entendez pas, on dit que c'est les Ukrainiens. Il n'y a pas d'armée ukrainienne aujourd'hui.
c'est les États-Unis, l'Angleterre, la Suède et d'autres forces supplétives de l'OTAN qui sont sur le front aujourd'hui. Les États-Unis sont à Taïwan, où là-bas ça menace de péter à tout moment. Ils sont en Corée du Nord, où ils sont quittés de 100 000 à 150 000 hommes. Ils sont en Corée du Sud, parce que la Corée du Nord, c'est compliqué. Ils sont en Corée du Sud, où ils sont passés de 100 000 à 150 000 hommes. Ils sont dans le golfe d'Aden, où là-bas, c'est les drogués qu'eux-mêmes ont formés à Mogadiscio, qui leur font la fête aujourd'hui. Ils sont au niveau de l'Afghanistan. Bon, ils sont à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ils ne sont pas partis. Ils sont dans le conflit au Yémen. Là-bas, ils ont même déployé toute leur flotte au point où ils se disent, selon les experts états-uniens, qu'ils ne peuvent plus déployer du matériel, des navires pour aller dans le Bosphore, pour soutenir leur flotte qui risque d'avoir des affrontements avec celle russe. Parce qu'au niveau du Yémen, là, c'est les Iraniens encore qui leur font la guerre. Ils sont en Amérique latine. Là, il y a une chose qu'on ne dit pas trop. Les Mexicains n'ont pas voté contre les Russes. Le président mexicain a dit que lui veut même entrer dans l'affaire des BRICS là. Ça veut dire que les États-Unis à leur frontière, ils ont un front qui peut s'ouvrir. Les Mexicains jusqu'à présent revendiquent, je crois, San Francisco. Ils disent que c'est un État du Mexique. Donc ils peuvent aller récupérer leur État. Si les États-Unis sont faibles, ils vont aller récupérer ça. Ils sont empêtrés dans les problèmes au Venezuela. Ils ont une armée qui couvre là-bas à la frontière colombienne. Ce pays-là, si tous les fronts là s'allument maintenant, vous croyez qu'ils vont tenir? Hitler avait une armée aussi puissante que celle-là. Mais la multiplicité des fronts a fait que son armée est tombée. Les États-Unis sont le pays, et ce n'est pas égoïsme, le plus puissant qui détruit les économies de ses propres alliés. La preuve, la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'Allemagne est à genoux. Ils ont détruit l'industrie allemande. Le Premier ministre belge disait ce soir que le risque en Europe, c'est la désindustrialisation et les crises sociales. Donc on n'est même plus en train de parler de l'Europe de prospérité. Il dit le risque en Europe aujourd'hui, la désindustrialisation et les crises sociales. Les États-Unis là ont créé même des ennemis au sein de l'OTAN. La Hongrie ne veut plus se faire, ne veut plus être solidaire des sanctions contre les Russes. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Les Allemands, même le peuple, commence à dire que leurs adversaires, c'est les États-Unis. Ces États-Unis-là, si nous, Africains, nous perturbons leur chaîne d'alimentation. Pour sortir. Parce que les matières premières, tout ça, ils prennent ça ici en Afrique. Tout ce qui fait leur force nucléaire, ça vient du Congo. La grosse partie vient du Congo. Si nous décidons de perturber leur chaîne d'alimentation, dans la course technologique, ils vont accuser un retard et ils seront donc clairement battus dans une bataille avec les autres puissances, y compris l'Afrique étant partie de cette guerre. Donc nous ne devons pas reculer. C'est en cela que nous considérons que c'est un bluff. Mais nous devons nous mobiliser pour que ce bluff reste un bluff. Nous devons tout faire en demandant au président du Burkina, notre frère Ibrahim Traoré, papa, tu es jeune, mais n'aie pas peur. Nous tous, nous sommes avec toi. Signe ton accord avec la Russie, comme on dit au Cameroun, nyangalement. Prends ton temps, tu signes le papier et tu présentes ça au journal de 20 h. Les fonctionnaires de Washington doivent comprendre une chose. Le monde unipolaire de Fukuyama n'existe pas. Les prédictions de l'ère Brzezinski, ce Polonais qui avait gardé ses rancœurs vis-à-vis de la Russie et qui annonçait une guerre en Europe de l'Est qui allait, il appelle ça troisième guerre mondiale. C'est des élucubrations pour les étudiants états-uniens. Le monde africain n'y croit pas. Nous avons décidé de prendre notre histoire en main et nous choisissons le partenaire de notre choix. La France a échoué. Les États-Unis le font essentiellement, M. Wafo, comme les mauvais élèves quand ils rentrent avec les mauvaises notes à la maison.
Au lieu que de venir dire alors, maman, j'ai mal travaillé, il commence par dire, maman, le maître m'a trop... On cherche un prétexte. Oui, un prétexte, maman, le maître m'a trop fouetté. Maman, à l'école, on ne m'aime pas. Ils commencent par nous dire, non, ne choisissez pas les Russes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, quand on va faire le bilan du Sahel, ils sont dans l'échec de la France. On va sortir par là. Ils avaient les drones, ils avaient les hommes, ils ont les bases militaires au Niger. Donc l'échec de l'OTAN au Sahel fait que les États-Unis sont définitivement désormais dans le camp de tous ceux qui doivent être remplacés. Et s'ils ont peur d'être remplacés, ça arrivera. Ce n'est pas leur peur qui guide nos actions. Nous sommes motivés par nos intérêts suprêmes. Et l'intérêt de sécurité dans le Sahel est tellement impératif que les États-Unis seront balayés avec leurs alliés tels que la France et tout ce qu'ils appellent Takuba, donc les pays de seconde zone qui se voient avoir une existence en Afrique comme l'Estonie et j'en passe. Ils vont être balayés et on va choisir nos propres partenaires. Le peuple souverain du Burkina Faso a brandi les drapeaux russes. Ce n'est pas un tabou de le dire. Ça veut dire que le peuple du Burkina Faso souhaite le partenariat avec les Russes. Président Traoré, prends tes responsabilités. Va, signe avec les Russes un accord de défense en bonne et due forme. Les États-Unis signent leurs accords avec qui ils veulent. Quand ils signent avec l'Ukraine, ils ont demandé notre avis. Nous, on ne voulait pas de ça. Ils ont demandé notre avis. S'ils n'ont pas tenu compte de notre avis, nous ne tiendrons pas également compte de leur avis. C'est un principe en relation internationale. Ça s'appelle la réciprocité. Merci à vous, Jonathan Batengene, sans oublier justement les États-Unis ont également des accords de coopération avec la Fédération de Russie. Merci pour cette intervention. On revient donc sur ce plateau central avant de prendre la direction de Bamako avec vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Eh bien, après avoir écouté les argumentaires des uns et des autres, la nécessité d'attiser le feu. On va le dire comme ça, contre la furie américaine se fait de plus en plus ressentir, parce qu'il faut dire qu'après avoir écouté nos panélistes, le fait d'allumer plusieurs feux à plusieurs endroits pourra permettre à cette poussée panafricaine sur le continent africain de véritablement s'implémenter. Professeur Jean-Paul Mbelek, il est de plus en plus nécessaire d'activer de nouveaux feux. D'abord, bonsoir à toi. Junior, bonsoir à mes compagnies sur le plateau. Merci pour ça. Jonathan Batengene, Parfum Dôme. Bonsoir à ceux qui sont sur Zoom. J'ai vu Issa Cissé et Issa Diawara. Issa Diawara, ok, général, bonsoir. Issa Cissé. J'entendais la souffrance de Issa Cissé et je souffrais en même temps que lui. J'étais vraiment comme lui, la même pensée. Voilà. Jonathan a essayé de faire comprendre qu'il y a X, il y a Y, qu'il faut tenir compte de tout ça. Mais, je dis, hein, sur ce plateau-ci, moi je m'appelle Jean-Paul Mbelek. Je n'ai pas d'autre nom. Hein. Je m'appelle Jean-Paul Mbelek. Jean-Paul, c'est mon père qui a donné ça. C'était un de ses amis de travail corse. Il s'appelait Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un prénom qui est souvent donné aux Corses. Mais je suis Mbelek. Ça, c'est camerounais, ça. Quand je suis né, et ma maman m'a amené au village, ils ont tué les gens chez nous. Maman m'a amené tout bébé pour présenter aux villageois, l'eau 4. Ils sont dieux. Un capitaine français est venu la voir. On va venir tuer ici. Tu es dans la maison, tu ne sors pas. Ils ont tué. J'ai été là-bas avec la mort de mes enfants. C'était en 1900, si je ne me trompe pas, 88, au village. On lui a expliqué comment les gens sont morts de faim. Parce qu'ils ont dû fuir dans la forêt. Ils n'avaient pas vécu dans la forêt. Et ils n'avaient pas à manger. Ce n'est pas des pygmées non plus. Beaucoup de gens sont morts dans la forêt. Est-ce qu'on peut oublier ça? Moi, ici, à Douala même, les gens se faisaient tuer devant moi. Il y avait des rafles. Quand j'allais au lycée Dios, on nous arrêtait parfois pour qu'on voit comment fusiller Maquisard. C'est des gens qui ont donné leur vie. Donc, voilà pourquoi je résume ça. Je vais l'expliquer. J'ai dit ici, ce plateau-là. Moi, Jean-Paul Mbelek. Si un lion arrive, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Là, on est en fait, peut-être même en début de semaine. C'était lundi dans lundi, voilà. Si un lion arrive et que ma mission est de tenir, je tiendrai. Je vais affronter le lion. Le lion est plus fort que moi, non? C'est comme les États-Unis. Je dois l'affronter quand même. Parce que je dois affronter le lion. C'est dans ma tête ça se passe. C'est comme ça que je l'ai dit ici. C'est mental.
Ma tête est déjà décidée à affronter le lion. Je vais affronter le lion. Où il fuit, où il me mange, mais je ne me rendrai pas sans combattre. Et il y a un proverbe anglais que j'ai déjà dit plusieurs fois, sur ce plateau et ailleurs. Death shall not find us thinking that we die. La mort ne doit pas nous trouver à penser que nous mourrons. Même si la mort arrive, il n'y a pas à dire qu'on meurt. On lutte. Parce que nous allons lutter pour notre vie. On ne va pas se rendre. En quoi ça impressionne les États-Unis? Il n'impressionne personne. Mais non, une seconde. Puisqu'il y a les problèmes de droit, les États-Unis se sont gênés pour s'allier à la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, c'était l'Union soviétique, c'était pire qu'aujourd'hui. C'était carrément communiste, Union soviétique. Mais ils se sont alliés pour lutter contre les nazis, non? Donc, face à un ennemi redoutable, tu prends un ennemi qui peut t'apporter une aide qui fait que tu vas faire la parité. Et puis, c'est pas au moment où les gens se soulèvent. On doit les encourager. Ils doivent faire... Nous devons... Voilà. Quelque chose qui est souvent répété par un de mes collègues, il fait beaucoup dans la communication physique, il s'appelle Étienne Klein. Voilà. Il dit souvent cette chose suivante, c'est que un des rôles de la physique, c'est de rendre l'impossible possible. Tout le monde dit que c'est impossible, on va dire que c'est possible. Les Français eux-mêmes disent que impossible n'est pas français, on a vu que c'est faux, hein. Mais ils le disent. Rien ne vous empêche de faire l'impossible. Nous sommes des humains. C'est un problème humain. C'est pas des dieux ou des anges contre nous, quoi. Ou je ne sais pas quel diable autant. C'est des humains contre des humains. Impossible n'est pas humain. Entre humains. Je suis humain, rien d'humain ne m'est étranger. Ça, c'est un latin qui a dit ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où on doit affronter d'autres humains comme nous, nous n'allons pas baisser la culotte. On ne va pas se enculer quand même. Excusez-moi la grossièreté. Juste parce que quelqu'un vient là avec ses gros bras, et je vais t'enculer, allez, tourne-toi. Puis ça va pas, non. Il passe d'abord sur mon corps. Il n'en est pas question sur mon cadavre. Mais moi vivant, impossible. Il n'en est pas question. Non, c'est vrai, excuse-moi, parfait. Je mets le ton. Non, on doit encourager les jeunes, on ne leur a même pas demandé. Eux-mêmes sont là, ils font le combat avance. On voit les résultats. On va pas commencer à les décourager. Celui qui a peur de mourir, il n'a qu'à dégager. S'il veut, il peut devenir endocolon aussi. Et ça, c'est interdit. Non, beaucoup le font. Mais nous, moi j'ai quitté beaucoup de choses, j'étais à l'étranger. Hein. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps et puis subir... non, alors que le peuple se révolte. Le peuple s'est déjà nourri de tout ce qu'on a alimenté ici. Vous-même, par fait, tu es un prédécesseur ici, sur ce plateau. Ils ont été nourris, et voilà maintenant, voilà le résultat. Et nous encourageons ce résultat. Autre chose pour les États-Unis. Hey, n'oubliez pas le détail. Ils ont fait ce qu'ils ont fait en Libye. Hein. D'ailleurs, Obama, soi-disant, il dit qu'il bon, il a fait, il regrette rien du tout. Il a fait. Il ne faut pas lui trouver des excuses. Il a fait. C'est un salopard. Il fait partie de ces gens-là qu'on dit noirs d'apparence, mais en réalité blanc à fond, quoi. Sachant que le blanc, c'est pas une affaire de racisme. Le blanc, dans l'échiquier politique, c'est le colon. Même s'il est noir, en apparence. Ce n'est que de l'apparence. Ce sont des couleurs politiques. Blanc contre noir. Comme ça, c'est clair. Voilà. Ou tu es du côté des noirs, ou tu es du côté des blancs. Si tu es du côté des blancs, avec cette dénomination, tu es du côté des colons, de ceux qui aiment à servir les autres, en fait, des esclaves. C'est ça le blanc. Quand nous, on parle des blancs, c'est ça. Alors, donc, je dis une chose. Est-ce que les Malcolm X ont été exterminés? Ils n'ont plus de descendance aux États-Unis. Les Luther King n'ont plus de descendance. Mais voilà, les gens qui sont battus. Les États-Unis, c'est chez eux, non? Ils sont battus contre les forces américaines chez eux-mêmes. Hein? Parce qu'il fallait acquérir ces droits civiques-là. Et moi, quand je suis vu Mohamed Ali, il a refusé d'aller du tout au Vietnam. Il a dit, qu'est-ce que les Vietnamiens ont fait? Alors, il a eu le courage d'affronter, il a même perdu son titre. Hein, on connaît l'épopée, comment il a fait pour le reconquérir. Donc, je dis que ce qu'ils ont fait en Libye, par exemple, qu'ils essaient de faire ça au Burkina Faso, je dis qu'ils vont... Ce n'est pas dans leur rêve. Ce n'est pas dans leur rêve. Je vais expliquer pourquoi. Donc, même s'il fallait avoir... Non, ils n'ont qu'à essayer. On a dit, on est là, on va affronter le lion. Si c'est lui le lion. Mais je dis que ce n'est même pas dans leur rêve. Donc là, je rejoins Jonathan. Il n'y a pas plus bluffeur que ça. Parce que d'abord, et nous, on doit leur prévenir. Hein, nous ne rendrons jamais sans combattre. Et puis cette fois-ci, il n'est plus question de perdre le combat. La situation de l'Afrique aujourd'hui n'est pas celle qu'il y a 2 siècles. Nous, il n'est plus question de perdre le combat. S'il faut, nous portons le combat chez eux. Et c'est là que je vais en venir. Quelqu'un l'a dit, quelqu'un de la diaspora même, je crois, l'a dit. On peut, bon, si c'est pas, en tout cas, dans une émission sur la diaspora, également, ça a été dit, on peut porter le combat chez eux. On a une diaspora, on peut la réveiller. Certains de la diaspora sont en train de nous écouter là en direct. Il y en a même que l'heure est tardive chez eux, mais ils nous écoutent. Je pense à Nouvelle-Calédonie, par exemple.
ou à la Papouasie, ils nous écoutent. Si on donne un mot d'ordre, sur 100 personnes, peut-être qu'il y en a 1 ou 2 ou 10 qui vont suivre. On peut organiser ce combat-là. S'il le faut, si les États-Unis en arrivaient là, mais je dis qu'ils ne vont même pas arriver là. Pourquoi? Parce que imaginez qu'ils s'amusent. D'abord, de quel droit ils ont même intervenu au Burkina Faso? Ils sont au Niger, on leur a demandé. Ils vont faire comment? Imaginons même qu'ils interviennent. Alors, pourquoi ils ne sont pas intervenus au Mali? Bah, s'ils interviennent je vais vous dire pourquoi ils menacent sur le Burkina Faso. Je vais vous le dire. Je ne dis pas qu'ils vont même intervenir. Hein. Ils peuvent faire des trucs par derrière, le MNL là, tout ça là. On va en parler après, non? Effectivement. Mais qu'eux-mêmes interviennent. Ça sera difficile. Avant d'expliquer pourquoi le Burkina Faso, je suis très là-dessus. D'abord ça. C'est pas que c'est difficile. S'ils interviennent, c'est la guerre civile aux États-Unis. S'ils font ce qu'ils ont fait en Libye, en Afrique noire, pas en Afrique blanche, comme ils aiment l'appeler, ça sera la guerre civile aux États-Unis. Parce que les Noirs américains, pour la plupart, n'accepteront pas ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Et nous, continuons à tenir l'opinion informée. On va parler en anglais, on va parler dans toutes les langues, on va les réveiller. Parce que Malcolm X était là-bas. Martin Luther King aussi là-bas. Ils ne vont pas accepter ça. Les Africains américains affrontaient l'armée américaine. Hein. C'était pas seulement l'armée américaine. Moi, j'étais petit, je voyais ça à la télé. Oui, il y avait des émeutes. Ils appelaient ça des émeutes. C'est pas des émeutes. C'est des gens qui voulaient lutter pour le droit civique. Les Black Panthers. Ils tiraient, la police tirait, l'armée tirait. Parce qu'il y a eu des réservistes qui ont été mobilisés. S'ils avaient perdu, le droit civique n'aurait pas abouti. Or, ça a abouti. Donc, quand on est un homme digne de ce nom, on n'a pas peur de ce genre de situation. Au contraire, moi, je bénis cette situation. J'aimerais qu'elle arrive. Parce qu'il est temps que les armées noires battent les armées blanches coloniales. Ça va réveiller le monde. Il est temps que ça arrive. Cet affrontement doit se faire. Si c'est eux qui le cherchent, on leur botte leurs fesses une fois pour le bon. Moi, je n'accepte pas. Le blanc n'est pas plus fort que le noir. Le noir est plus fort que le blanc. Je l'ai vécu dans mon enfance. J'ai fait l'école avec ces gens-là. Le noir est plus fort que le blanc. Donc, il faut que le noir arrête de se faire faible. Un noir seul vaut 10 blancs. Attends, mais regarde, le champion du monde de boxe, là, c'est qui? À chaque fois qu'un noir se met quelque part, c'est qui? Qui est-ce qui gagne? Si on a les mêmes possibilités, même souvent on a moins de possibilités, on gagne quand même. Je dis que sur le plan physique, là, intellectuellement, mettons qu'on est tous les mêmes, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan physique, le noir est plus fort que le blanc. Un noir vaut 10 blancs. D'ailleurs, même au niveau de natalité, quel est le continent plus peuplé? De 100 millions d'habitants en 1900, 2022, on a dépassé les 1 milliard 420 millions d'habitants en Afrique. L'Afrique noire, elle seule, fait déjà presque 1 milliard 300. C'est plus de 1 milliard 250 millions. L'Afrique noire seulement. J'élimine l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye. Je ne tiens pas compte de cela. Il y a déjà là plus d'1 milliard 250 millions d'habitants. L'Afrique noire. Voilà. Donc même en termes de faire les enfants, on les dépasse. Et nos enfants à nous sont jeunes, ils peuvent lutter. La preuve, ils sont en train de lutter là. Ok? Alors, donc je disais que il n'y a même pas à avoir peur de ça. Si les États-Unis, ils faisaient l'erreur parce que leurs yeux se ferment, d'intervenir dans un pays d'Afrique noire, comme ils l'ont fait en Libye, chez Saddam Hussein, en Afghanistan et autres, je dis que c'est la guerre civile. Et ça va aller mal pour eux. Ils sont là par contre, l'histoire des fronts va jouer à fond. Ce sera un front intérieur. Alors, ça vu la dispersion des forces, là s'il veut la catastrophe, donc à y aller. Donc, vous voyez. Bon. Maintenant, je vais chuter en disant, pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi c'est maintenant que Burkina Faso commence à menacer? Mais parce que le Burkina Faso est un pays clé dans leur stratégie. Ils ont leur position au Niger. Il y a le Mali qui est déjà bien ancré dans la conquête de son indépendance, avec l'appui de la Russie, et que nous appuyons nous-mêmes. Voilà. Je parle de la région sahélienne. Hein. Et le Burkina Faso, qui servait de base arrière des terroristes, à l'époque de Compaoré. Voilà. Si le Burkina Faso, lui aussi, bascule, c'est fini. Leur stratégie, où ils mettraient des forces au Niger et contrôlaient toute la zone, c'est fini. Vous voyez, même pour aller au Mali, passer par le Burkina, non? C'est fini. C'est pour ça. Ils vont un dernier bastion important dans leur stratégie qui risque de tomber. C'est pour ça qu'ils font ça, ils font ce bluff-là. Hein? Mais, États-Unis, là, vous n'aurez rien sans combattre. Et nous, on ne vous donnera rien, désormais, sans combattre. Et nous sommes chez nous, on vous vaincra. Et c'est dit qu'on doit vous vaincre. C'est dit qu'on doit vaincre tout le monde. Parce que cette fois-ci, nous, on est décidé à être indépendants. On en a marre de l'esclavage. C'est fini, hein. C'est que l'esclavage, il peut changer de camp. Mais nous, là, on a dit, fini l'esclavage. Ok? Adaï, adaï, awel, awel. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. On va reprendre donc la direction de Bamako à présent pour retrouver le général du
Issa Diawara. Cher Issa, le Burkina Faso est donc tensé par les États-Unis après la France et donc autour de Washington de s'y mettre pour essayer de dissuader les nouveaux capitaines de Ouagadougou d'éventuelles coopérations avec la Fédération de Russie. Pour vous, qui êtes donc un général du peuple, vous avez très certainement des éléments que vous avez envoyés du côté du Burkina Faso. On le sait, on l'a vu dans les rues, le peuple burkinabé défiler avec les drapeaux russes. On a vu également des militaires burkinabés faire des défilés avec des drapeaux russes appelés à la Fédération de Russie. Mais officiellement, les autorités n'ont pas encore communiqué sur un éventuel traité avec les instructeurs russes. Est-ce que l'urgence d'une signature avec la Russie pourrait empêcher toute ingérence américaine comme on le dit ce soir? Ok, merci. Permets-moi d'abord de saluer les deux aînés au plateau. Professeur Mbelek et bien sûr le grand frère Patient Parfendom. Ceci étant, pour répondre à votre question, vous savez, je salue le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré qui est aujourd'hui chef de l'État, chef bien sûr de la magistrature du côté du Burkinabé, chef suprême des armées. N'en déplaise à la France ou bien à qui, à Ouattara, en réalité c'est le président Ibrahim Traoré. Et je le salue, je le félicite parce qu'il a entendu notre cri. Le peuple burkinabé a exigé qu'il soit président et nous, Africains, depuis ce plateau, nous avons exigé, nous avons demandé qu'il faut qu'il se confirme. Et effectivement, il a été confirmé président. Ça, c'est la première étape. On passe là. Deuxième étape, maintenant, il va s'entourer d'une équipe vraiment africaine, des vrais panafricains. Vous savez, le piège dans notre combat, c'est quoi? C'est cette question de nationalité. Quand nous voyons, je me dis, Malien, je n'ai rien à voir avec la Côte d'Ivoire ou bien avec le Burkina, c'est une erreur. C'est le piège que l'homme blanc, le colon blanc nous a attendu. Je suis un Africain, même le mot Afrique, on va changer ça au moment opportun. Pour le moment, je suis Africain du Mali, vous êtes Africain du Cameroun, d'autres sont Africains du Burkina, nous sommes un seul peuple. Et dans le monde, je ne connais pas un peuple qui soit aussi soudé, qui soit aussi fort comme le peuple noir. Ça, il faut le dire. Entre eux, vous voyez, ceux qui opposent les Européens aux Russes, c'est parce qu'ils disent que les Russes sont des Slaves, des Blancs de seconde zone. Quand vous partez même chez les Arabes, vous allez trouver les mêmes problèmes entre Algériens et Marocains. Quand vous prenez les Noirs, moi, je n'ai pas le complexe de dire, par exemple, que moi, je suis un Noir inférieur aux Noirs peut-être de Sikasso ou bien du Burkina. Tous les Noirs se mettent en tout cas sur le même pied d'égalité. Il n'y a que cette question de la politique à l'occidental qui a mené cette division entre le peuple noir. Vouloir maintenant, nous sommes comme ça, nous votons pour un tel candidat. En réalité, c'est cette politique qui a tenté de diviser le peuple noir, mais je pense très vite les messages vont passer. Nous allons nous retrouver. Pour répondre à votre question, et d'ailleurs, le professeur Mbelek l'a dit, à force, à armes égales, les Blancs ne font pas le poids. Nous avons tout en dit cela. Regardez, même la Coupe du Monde, il n'y a que 5 pays africains qui y participent contre 13 pays européens, mais ce n'est pas une Coupe du Monde. Ça, c'est la Coupe d'injustice. Partout dans toutes les compétitions, ils font tout pour soumettre les Noirs et réduire le nombre des Noirs pour amoindrir la chance que les Noirs puissent les battre. Voici ce à quoi nous assistons. Vous avez les USA font, les États-Unis font ce que les Européens font en Afrique. Bon, le premier point de mon intervention, c'est de savoir qui sont les États-Unis d'Amérique. Jonathan Banzingene a eu à le dire. C'est une force, une puissance très agressive. Les États-Unis, en fait, sont dirigés par des Européens. L'élite européenne, ce ne sont pas des Américains de souche. Ce ne sont pas des vrais Américains qui dirigent les États-Unis. Ce sont des Européens, l'élite européenne qui a franchi l'océan, qui a franchi les mers pour rejoindre l'autre côté. Il parle de Christophe Colomb ou autre. Nous savons que nous avons découvert les États-Unis avant eux, mais nous n'étions pas allés en tant que des colons, des colonisateurs. Mais puisqu'ils sont là-bas, ils ont chassé des vrais Américains, ils se sont appropriés des États-Unis. Voici l'élite européenne qui prend le contrôle des États-Unis. Dans leur ADN, qu'est-ce qu'ils ont? C'est la domination. Leur ADN, c'est la domination, l'hégémonie. C'est pourquoi ils ont expulsé les vrais Américains. Donc l'Europe, les États-Unis font un même corps.
ce sont les mêmes types de blancs colons qui veulent régner sur le monde entier. Ensuite, vous allez voir, vous allez constater en deuxième point de mon intervention que l'Occident, et en fait, l'Occident ment à son opinion. L'Occident, c'est cette puissance qui dit à son opinion les questions des droits de l'homme, qui jure devant son opinion qu'il faut faire respecter la démocratie. Mais dans les faits, quand l'Occident quitte son opinion, qu'est-ce qu'on constate? L'Occident s'allie à des puissances qui n'ont rien à voir avec la démocratie. En Arabie Saoudite, c'est une succession, c'est une monarchie. Au Maroc, c'est une monarchie. Voici leurs alliés dans le monde. Mais partout où il n'y a pas question de monarchie, on les combat, il faut les combattre. En Iran, par exemple, ce n'est pas une question de monarchie, mais ils sont les ennemis des Occidentaux. Ils mentent à leur opinion parce qu'ils ont réussi, comment on va dire ça, à rendre aussi bête leur opinion à un tel point que leur opinion ne réfléchit plus, leur opinion est grande consommatrice de leurs mensonges au niveau de leurs médias. Ils ont une opinion en réalité pour partir en Occident. Vous savez, j'ai fait un tour, j'ai fait 10 jours là-bas. Je suis allé constater comment ces gens la vivent. C'était en 2019. Vous savez, quand vous partez là-bas, chacun vit dans son petit appartement. Chacun vit dans son petit appartement. Votre ami, c'est votre écran de télé. C'est pas comme ici en Afrique où nous avons cette chaleur humaine de communiquer entre nous. Ce n'est pas comme ça auprès de leur opinion. Donc leur opinion consomme en réalité ce qu'ils fabriquent au niveau de leurs médias. Voici comment vivent les Occidentaux. Ils leur font croire qu'ils sont les garants des droits de l'homme, des questions de démocratie, mais quand ils sortent de leurs frontières, ce qu'ils font subir aux autres peuples, c'est plus que du génocide. Et ensuite, je vous dirais, où étaient, par exemple, les États-Unis quand la France nous colonisait? Si la question des droits de l'homme est réelle, la colonisation est un crime. Où étaient les États-Unis quand la France nous colonise? Les États-Unis même ont-ils acheté les esclaves que les Européens les ont vendus, oui ou non? Bien sûr qu'ils ont acheté ces esclaves. Question des droits de l'homme, ça vient chercher quoi maintenant dans les débats occidentaux? Et les Burkinabés amènent Wagner ou bien les centenaires ou bien Jenner, c'est quoi leur problème dans ces cas? Ils ont acheté des esclaves noirs. Et on sait que combien de gens mouraient dans les cas des bateaux avant d'avoir accès à l'Occident. Pour toute la journée, ce sont des pains que vous devez manger et de l'eau que vous devez boire, des pas du café. Quelles leçons ils ont à nous donner par rapport à cette histoire, je ne sais pas quoi, Wagner ou quoi? Mais Wagner, là, si pour nous, le Wagner, c'est du bonheur. Mais Dieu merci. Ensuite, je vais dire, à 4e lieu, regardez ce qui se passe, Junior Wafo. La question des nationalités nous trompe beaucoup. Il faut vraiment déceler ces pièges. J'ai vu qu'au Maroc, il y a un enfant qui est une fois tombé cette année dans un puits. Tout le Maroc était mobilisé. Parce qu'un enfant marocain était tombé dans un puits. Dites-moi, combien d'enfants africains meurent dans les puits sans qu'on en parle? Ou bien la race noire là, c'est vraiment la race la plus bas, au niveau bas de l'échelle. Regardez, il y a 2 juifs qui ont été enlevés une fois en Israël. Pour 2 juifs, il y a eu une guerre contre la bande de Gaza. Il y a plus de 1000 morts du côté des Palestiniens. Pour 2 juifs. Je continue. Il y a une fusillade en France. Charlie Hebdo. Des présidents africains sont allés marcher, je suis Charlie. Ah mais voilà. Ça c'est grave, hein. Quelques blancs sont tombés, des présidents africains sont allés tenir coude à François Hollande et marcher comme ça, je suis Charlie, je suis Charlie. Combien d'Africains meurent sans que des présidents africains ne se retrouvent pour les deux? Je n'ai jamais vu 5 présidents africains se retrouver dans un pays africain parce qu'il y a eu mort d'homme. Je n'ai jamais vu cela. Regardez des gens qui dirigent nos pays. Je n'ai pas terminé. Il y a eu des élèves chinois, une fois qui sont trouvés embourbés dans quelque chose, toute la Chine était mobilisée. Parce que ce sont des Asiatiques. Mais regardez, au moment où je vous parle, le capitaine Ibrahim Traoré dit à Djibo qu'il y a des humains, des noirs comme nous, notre peuple, des gens qui mangent des feuilles des arbres. Il y a des arbres qui n'ont plus de feuilles. Des gens meurent par la faim. Vous avez vu qui mobilisait? C'est laquelle des chefs d'État qui est venu dire que je suis Djibo dans la ville de Djibo. Mais pourtant, il y a une base militaire de la France à quelques kilomètres. Mais à quoi sert cette base?
la France dit à son opinion qu'elle est venue combattre les terroristes. Mais voici les terroristes en train d'assiéger toute une ville. Mais au même moment, les Français continuent de circuler bonnement de l'autre côté. Que faut-il ici? Mais mieux vaut les expliquer que ces terroristes-là nous mangent plutôt que de compter sur des gens qui ne peuvent rien faire ici et qui sont en train de nous piller, qui contribuent à renforcer ces terroristes. Ils ont des drones, ils ont des satellites, mais ils sont là à surveiller ces terroristes et personne ne bouge. Et aucun président africain ne dit je suis Djibo. Ce qui préoccupe en ballon, une force anti-push pour que lui reste éternellement au pouvoir. Servir la France, mais pas servir Djibo. Il n'y a pas une force ouest-africaine, aucune force de la CEDEAO pour libérer Djibo. Il y a une force pour protéger les laquais qui garantissent les intérêts des Français, des Occidentaux à la tête des pays africains contre les peuples africains. Il s'agit de mettre en place cette force, mais pas une force pour préserver la vie des Africains. Honte à ces gens-là. Ils sont morts et ils vont chuter bientôt. Je continue. Cinquième point de mon intervention. Et pourquoi le Mali fait mal? Parce que sur les 11 accords coloniaux, le Mali a mis 8 dans la poubelle. Ça reste 3. Les 3 là, il y a la langue française, on va s'en débarrasser bientôt avec la nouvelle constitution. Il y a les CFA, je sais que c'est pour bientôt. Donc, regardez les 8 points, en tout cas, que le Mali a mis dans la poubelle. Je vais vous citer seulement 2 de ces points. Premier point, on dit que la France doit contribuer à armer de ses anciennes colonies. Leur formation militaire, la France doit prendre ça en charge. Mais dites-vous, quelle est l'ancienne colonie française qui est vraiment armée véritablement par la France? Dites-moi une seule colonie. Si ça existe. Ça n'existe pas. À quoi nous assistons? Dans les anciennes colonies de la France, on parle des rebelles. On parle des terroristes. Mais les rebelles, les terroristes n'existent pas. Ce sont des mercenaires locaux recrutés par la France contre nous. Les rebelles n'existent pas. Ce sont des mercenaires locaux que la France nous compte. Il faut aller négocier avec eux. Vous avez vu quelle négociation avec un groupe rebelle a déjà mis fin à une guerre en Afrique? Mais ça n'existe pas. Une guerre là, c'est la force. Hein. Il faut s'imposer comme en Angola, sur Jonas et Savimbi. Et ensuite, je vais continuer. Regardez autre point de l'accord. On dit que nos ressources, quand il y a une ressource naturelle, la France a la priorité sur le marché et sur l'exploitation. C'est à la France de dire que non, vraiment je suis rassasié, mon ventre est rempli, passer ça à un autre pays. Mais vous avez vu depuis que la France saute sur nos ressources naturelles là, vous avez vu quel pays a cette colonie française qui a été développée? Je vous dis qu'il y a 16 à 19 milliardaires en dollars en Afrique, aucun n'est ressortissant d'un pays, en tout cas qui est ancienne colonie de la France. Aucun. Ça se comprend? Je continue. Vous savez que la France a volé au Burkina Faso de 1991 à 2021 plus de 500 tonnes d'or. Plus de 500 tonnes d'or. Ce qui suffit pour faire du Burkina un pays plus développé que certains pays européens. Plus de 1000 tonnes d'or volé au Mali. Ce qui suffit de faire du Mali un pays plus développé que beaucoup de pays européens tels que la Grèce et même la France elle-même. Et en ce moment, on nous vole. Je vais vous expliquer un peu ce scénario de la dette. Vous savez, quand la France nous vole les CFA, la France dit garantir nous nos réserves, notre or et autres. La France place ça sur les bourses, c'est-à-dire sur les marchés. Cela engendre, cela génère des bénéfices. C'est à partir de ces bénéfices-là que la France nous octroie ce qu'on appelle des dettes publiques. C'est-à-dire la France nous endette à partir de nous-mêmes, notre propre fonds, que la France est en train de placer. Et ça se comprend. Et cet endettement, ce n'est pas fini. Hein. La France nous dit, ok, je vais t'endetter à hauteur de 1000 milliards peut-être. 1000 milliards, tu vas faire des routes, tu vas faire des ponts. Ces routes et ponts, ce n'est pas à toi de décider ce que tu vas faire de ton financement. Hein. C'est à la France de décider, ou bien au FMI, à la FMI, ou bien au FMI, ou bien à la Banque mondiale. Non seulement on t'endette, on décide de ce que tu dois faire de leur endettement, et ensuite tu dois attribuer les marchés aux entreprises qu'ils vont désigner. Mais finalement, à qui revient l'argent? À eux. Qui rembourse cette dette? Nous. Et pourtant, c'est à partir de notre fonds qu'on a été endettés. Et nous allons rembourser ça encore pendant 70 ans, pendant 80 ans. Nous ne pouvons rien faire à ces voyous, à ces puissances-là.
Ce ne sont pas des puissances. Ce sont des voleurs. Et je vais terminer. Si Wagner dérange, qui a fait l'opération Sabre au Burkina Faso? Et les États-Unis se posent cette question. Qui a fait l'opération Sabre au Burkina Faso? Si Sabre avait engendré des résultats, avait fait des résultats, et que les théories c'était fini, est-ce qu'on allait avoir besoin de faire des coups d'État, faire venir, je ne sais pas, la Russie, Wagner? Mais on appelle aujourd'hui, comme on appelle Santana, on va appeler qui nous voulons, parce que nous sommes en difficulté. Quand on se noie là, on s'accroche à tout, même au serpent. Et Dieu merci, ce qu'ils appellent Wagner terroriste, mais c'est vraiment du bonheur pour nous. Parce que ce qui est malheur pour l'Occident là, c'est du bonheur pour nous. Ce qui est bonheur pour nous, bien sûr, c'est du malheur pour eux. Donc on doit faire un choix. Devons-nous choisir leur bonheur et nous-mêmes cultiver le malheur pour nous, ou nous devons nous privilégier le bonheur pour nous, et bien sûr que notre bonheur doit être leur malheur, que cela soit ainsi, que cela soit le cas. Voici tout ce qui nous oppose à l'Occident. Et je vais dire aux petits, aux noirs qui sont les petits blancs là, je vais leur dire une chose. Comprenez que le combat en cours, c'est contre le peuple noir dans son ensemble. Nulle part dans le monde, au monde, vous allez trouver un peuple noir qui vit le bonheur. Ça ne se trouve pas. Comprenez cela, vous qui êtes des petits laquins du colon. Comprenez cela, vous qui êtes des poussins qui attendent d'être sauvés par des éperviers. Comprenez une chose. L'épervier là, il finira par vous manger. Des petits plats, ah, on en a marre des coups d'État et autres là. Je vais vous dire que les États-Unis ont fait exécuter plus de 4 présidents en exercice. Plus de 4 présidents pour être les États-Unis. La France a fait prendre, a fait guillotiner des souverains, des rois et autres pour être la France qu'elle est aujourd'hui. Et vous, vous comportez en petit plan, oh, on en a marre, on ne veut pas la couture, mais il faut tomber plusieurs fois pour se relever. Si coup d'État là, ça marche pas, on fait ça 2 mois, tu nous traînes, on va te renverser à nouveau. Et nous allons, c'est dans ça qu'on va trouver les bons patriotes. Nous allons continuer le toilettage. Nous allons continuer le nettoyage. Nous allons les nettoyer. Vous avez peur parce que les laquais, vous les patriotes de ces laquais des Occidentaux là, vous avez peur que votre ventre là, vous patriotes là, que vous connaissez la fin parce que c'est pour qui vous êtes des laquais vont tomber. Ils vont tomber. Cherchez autre travail. Ça ne va pas continuer. Ils vont tomber. On ne va pas maintenir tout le peuple noir dans la misère, dans l'esclavage, parce que vous, quelqu'un patriote, vous avez quelque chose à manger. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est votre ventre contre le ventre de toute l'Afrique. Je vous remercie. À vous également, Issa Diawara. On va donc sortir de cette première thématique rapidement avec vous, Patient Parfait d'Homme, en quelques minutes. Merci de m'accorder cette faveur. Ben, écoutez, nous avons dit des choses extrêmement importantes sur ce plateau en fonction de la question qui nous a été posée. Et je pense que Afrique Média est un plateau qui est en train de façonner l'Afrique et façonner le monde. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce plateau et nous sommes heureux de constater aujourd'hui que, en fait, cette voix qui criait dans le désert commence à être entendue. C'est ça le plus important. Oui, le Cameroun, oui. Mais le Cameroun est le rare pays en Afrique dite francophone qui a donné l'opportunité, n'est-ce pas, qu'on puisse mener cette guerre médiatique au moment où nous étions complètement submergés par les échos venus d'ailleurs. Et des échos qui étaient d'une nocivité hors pair. C'est au Cameroun que la première révolte médiatique fut déclenché. Et le Cameroun ne s'est pas seulement limité à faire des révoltes médiatiques. Vous vous souvenez? Il y a une colonne française qui est venue, je ne sais pas où, on nous disait qu'ils allaient en Centrafrique, qui ont tenté de planter le drapeau au niveau de Ngaoundéré. Effectivement. Ils n'ont pas tenté, ils ont planté le drapeau. Et vous savez ce que nous avons fait sur Afrique Média pour dire à ces gens-là très rapidement de dégager. Et ce fut fait. Donc il ne faut pas penser que quand on dit on essaie d'analyser le futur au vu de ce que nous avons là comme élément, qu'on prenne ça à la légère, premièrement. Deuxièmement, c'est comme au football. L'une des erreurs des grandes équipes de football, même les plus fortes, c'est de traiter l'adversaire par-dessus l'argent. De dire qu'à rien, cette équipe fait
elle ne pourra pas nous battre. Et on se fait surprendre. On est battu. Forte comme Bamboutos de Bouddha. Nos amis de l'étranger ne comprendront pas les complexités camerounaises. C'est notre cuisine interne. Donc il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention. Quand vous avez un pays comme les États-Unis qui commence à lancer des oukases comme celle-là, ne dites pas que c'est rien. Non. Prenez la mesure de cette affaire-là et musclez, n'est-ce pas, la riposte à la hauteur de l'injonction ou bien de l'occasion qui vient d'être lancée. Cela ne veut dire pas qu'on a peur. Cela ne veut dire pas qu'on décourage les gens qui sont dans la rue. Au contraire, nous leur disons, montons encore en grade. Parce que l'adversaire est redoutable. Parce que l'adversaire est redoutable. Dire, heureusement que Jonathan l'a si bien dit, dire que les États-Unis ne sont pas d'adversaires redoutables, là aussi ça fait preuve d'une légèreté hors pair. Ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux et ils l'ont démontré. Les gens sont venus au Conseil de sécurité de l'ONU, ils sont passés outre le veto français. Ils sont allés tuer des millions de personnes en Irak. Vous croyez que c'est un jeu? C'est pas un jeu, chers amis. 3 chefs d'État. C'est pas du tout un jeu. 3 chefs d'État américains. Donc faisons attention. La Libye, de Muammar Kadhafi qui était plus que prospère. Ils sont venus devant nous tous, on a vu. Ils ont tous saccagé. Ils ont tué Kadhafi. Vous croyez que c'est un jeu? Justement, notre discours tend à dire à nos frères, pas seulement au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, je ne sais pas, mais partout en Afrique, le moment est arrivé de mieux nous organiser, de nous organiser puissamment, que à la moindre petite incartade des États-Unis qui sentent qu'il y a une riposte de qualité en face. Et cela passe par plusieurs types d'organisations, dans des domaines variés. Il faut qu'on soit debout partout. J'aime souvent prendre cet exemple-là. Un pays qui peut nous surprendre dans les années à venir, c'est le Vietnam, hein, qui a battu justement ces gens-là. Tu l'as si bien dit à 2 reprises. Mais la défaite américaine fait encore plus violente. Parce que les Vietnamiens ont reçu ça. Je parle souvent de la force et de la ruse, donc de l'intelligence, le lion et le renard. Ils ont reçu la prouesse non seulement de résister avec le grand Ho Chi Minh, mais de retourner l'opinion américaine contre leur propre dirigeant. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Cela ne veut dire pas que nous sommes faibles. Cela veut dire que, ok, nous avons pris pour argent comptant tes menaces et nous allons les traiter telles quelles. Il ne faut pas continuer à dire que, ah non, mais on va avoir des millions de morts sur notre continent et on ne saura pas quoi faire. L'Afrique du Sud est raciste. Au moment de démanteler ce système ignoble, c'est les mêmes qui ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les accords, on exigeait qu'il faut qu'on démantèle comment dire ça, le nucléaire. La préparation, n'est-ce pas, du système qui devait aboutir pour l'Afrique du Sud à se doter de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes là, on n'a rien. Les seuls moyens de dissuasion que nous avons, c'est quoi? Ce sont nos bras et notre propre volonté. Mais imaginons c'est l'instant que l'Afrique possédait aussi l'arme nucléaire. Ah, ça. Le jeu ne pourrait pas être le même. C'est pour ça que vous voyez le Nord-Coréen, il nargue tout le monde. Parce que sa main cache le feu nucléaire. Donc faisons très attention avec ces histoires-là. Et mieux, la guerre qui se passe en Ukraine, j'ai l'impression qu'on ne voit pas les conséquences de cette affaire-là. Et il y a des pays occidentaux qui jouent leur va-tout dans cette guerre ukrainienne. S'ils perdent, si la Russie gagne, réussit à imposer sa victoire au niveau de l'Ukraine, vous avez des pays qui posent la question, pourquoi l'Angleterre est si engagée dans cette affaire-là? Mais la place forte de la Cité de Londres, elle va s'écrouler. Et si la Cité de Londres s'écroule, parce qu'on a procédé à une dédollarisation de l'économie mondiale, c'est fini pour l'Angleterre. La France, là, ils savent pertinemment que s'ils perdent l'Afrique, c'est terminé pour eux. C'est pour ça qu'ils continuent d'armer le comédien de Zelensky et de donner autant d'argent qu'ils peuvent. N'est-ce pas? Pour mettre Poutine en difficulté, donc la Russie en difficulté, et ne peut permettre que des pays africains puissent continuer à avoir des accords avec la Russie. Donc comment dire ça? Tout est lié. Mais tout est lié. Donc ne dites pas que rien ne se fait, que non, ils ne peuvent pas. Les gars là, par désespoir de cause. Vous avez écouté Zelensky, hein? Il commence à dire, qu'il faut qu'il y ait des frappes préventives sur la Russie. Mais si ces frappes préventives sont faites sur l'Afrique, vous allez faire comment? Et c'est pour ça qu'on interroge le Nigeria.
Parce que le Togo, la Centrafrique, c'est 1 million d'habitants. Le Togo, le Bénin, c'est petit. Mais le monstre qu'on appelle le Nigeria, on s'adresse directement à son peuple, ne peut pas rester comme ça, mieux comme une carpe. Au vu de tout ce qui se passe sur notre continent actuellement, le Nigeria a l'obligation morale et historique de se mettre debout et d'embrasser la cause panafricaine, parce que c'est seulement comme ça que les peuples nigériens eux-mêmes, ils vont vivre. Si on continue d'être dans cette situation-là, de manière progressive, comme le grand Barbeau le disait, on prend tel village, notre village dit que ce n'est pas mon problème. Après, on prend le second, on dit, c'est comme ça qu'ils ont procédé pour faire la colonisation. Jusqu'à ce que ça arrive chez vous. Jusqu'à ce que ça arrive chez vous. Donc, c'est cette affaire-là que nous disons que maintenant que les États-Unis veulent rentrer dans la danse, nous disons que, ok, nous allons nous aussi maintenant muscler davantage nos capacités de résistance vis-à-vis de cette agression américaine qu'on ne doit plus traiter comme si c'était un épiphénomène. Non, traiter avec légèreté. Il faut le traiter avec toute la mesure de la gravité que cela peut faire peser sur notre continent. Et donc nous disons à nos chefs d'État, celui qui n'est pas prêt au combat, qui dégage. Et nous disons à cette jeunesse, ces jeunes officiers, pour sortir par là, n'est-ce pas, du Burkina Faso, vous n'êtes pas aussi jeune que ça. Hein? Kadhafi a peu de pouvoir, je crois qu'il avait, s'il m'abuse, 27 ans. Hein? Rollins, 29 ans. Sankara même, je crois que c'était 30 ans. 34 ans. 34 ans par an. Je commence à 34 ans. Même âge qui prend Lumumba, 30 ans. Donc tous nos héros là, ils étaient pratiquement dans cette tranche d'âge là. Donc arrêtez de dire qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes par rapport à quoi? Nous avons une population à peu de 70% qui a à peine 30 ans. Ils ne sont pas jeunes. Ils sont à l'âge où ils doivent être là pour mener la révolution africaine de l'avant. Et c'est de leur responsabilité historique. Et ils doivent le faire. Donc, le dire, ce n'est pas dire que nous qui avons déjà plus de 30 ans, nous sommes presque dans la cinquantaine, pour certains, et comme moi déjà presque révolu, ça veut dire qu'on ne doit pas continuer. Un révolutionnaire, il fait la révolution jusqu'à la mort. Fidel Castro dit que le devoir des révolutionnaires, c'est de faire la révolution. Mais nous disons à la jeunesse, attention, si vous étiez au degré 2 de la mobilisation, montez au degré 9. Parce que l'ennemi est affaibli et il a appelé, n'est-ce pas, le tonton Makout derrière pour venir s'aimer la zizanie et la mort et la désolation chez vous. Il faut que vous vous trouviez éveillés, debout, bien musclés comme les boxeurs là, ou bien comme Ganou en MMA. N'est-ce pas, quand on dit, oh, l'adversaire de Ganou là, il est plus fort. Vous voyez comment Ganou s'entraîne, non? Il s'entraîne pour muscler davantage, n'est-ce pas? Comme l'a tapé Cyril Gann là. Et c'est ça qui permet qu'il soit capable de taper encore. Très bel exemple. Donc nous disons à notre jeunesse, continuez à muscler, à densifier votre capacité de vous organiser pour défendre votre continent et votre pays, parce que l'ennemi qui est en face de vous est en train de tout perdre. Et à partir de ce moment-là, il sera plus que jamais d'une violence inouïe. Ne prenez pas ça à la légère. C'est quelque chose qui peut bien arriver. Il faut que ceux-là qui réfléchissent pas 2 fois avant d'être tentés d'attaquer notre continent. Parce qu'ils l'auront bien compris. Par le biais, ils ont beaucoup de services de renseignement. Que, attention, ces gens-là, ça va être pire que l'Afghanistan. Ça sera pire que le Vietnam. Et cela passe par quoi? Par une solidarité, par des liens étroits, par une démonstration à toute preuve de notre décision et notre volonté de défendre notre peuple, notre continent par tous les moyens. Et c'est ça ce à quoi j'invite aujourd'hui les peuples africains, partout où ils sont, pour venir en soutien au Mali, à la Centrafrique, au Burkina Faso, à la Guinée, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui en première ligne de cette bataille-là sur le plan, j'allais dire, plus ou moins formel. Mais nous aussi, nous sommes en première ligne dans cette bataille parce que par notre discours, par notre éducation, par notre pédagogie, nous réveillons des pans entiers de notre jeunesse qui, pour l'instant, ne comprenaient pas encore les enjeux. Le moment est venu pour nous, n'est-ce pas, de nous mettre debout pour attendre, n'est-ce pas, les menaces qui sont proférées et qui risquent d'arriver. Moi, je ne considère pas que c'est des paroles en l'air. Je considère que ce sont des menaces réelles et nous devons les traiter telles quelles. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. C'est avec ces paroles qu'on va sortir de cette première thématique, faire un tour du côté de la réalisation, prendre une transition rapide pour revenir sur ce plateau, parler cette fois-ci de notre deuxième sujet qui concerne le Mali.